Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Languedoc-Roussillon. Sur Fréquence Évasion, nous sommes en compagnie de Monsieur Benel et nous parlons de l'historique de la ville de Nîmes. Et la dernière fois, nous avions commencé à parler des thermes. Alors ces thermes, ils étaient chauffés comment ? Ces thermes sont chauffés, bien sûr, l'eau est chauffée par du feu de bois dans des grands récipients en principe en bronze. Qui sont chauffés donc au feu de bois. On voit un peu partout dans les sites ce genre de choses. Évidemment, à Nîmes, on n'a pas retrouvé, mais on sait très bien que ça existait. Donc cette eau chaude donc va à un endroit qui est très très chaud, donc qui est le caldarium. Une salle très chaude où évidemment on transpire fortement, où les toxines s'en vont avec la transpiration. Donc c'est très intéressant. Ça permet évidemment de nettoyer considérablement le corps. Puis après on passe dans un lieu plus moins chaud, tiède. Et puis on a donc aussi c'est où les gens donc vont pouvoir aller d'une salle tiède puis à la salle chaude, puis revenir dans la salle tiède, puis ainsi de suite. Alors chaque fois avec des massages, avec aussi la possibilité de pouvoir se mettre du sable fin ou de la sciure sur le corps, pouvoir racler justement toutes les scories finalement qui sortent par ce système-là. C'est vrai que nous on a l'habitude des savons, on se rend pas trop compte de la chose, mais en fait quand on utilise ce genre de choses, on se rend compte qu'en fait il y a beaucoup de scories qui sortent du corps, même si la veille on s'est lavé. Alors c'est vrai que les Romains se lavaient beaucoup, enfin ils allaient beaucoup, si vous voulez, tous les jours ils allaient dans les thermes. Alors les thermes, au départ, les thermes sont mixtes. Évidemment, qui dit terme mixte dit que peut-être certains maris n'avaient pas tellement envie de voir leur femme aller au terme, puisque dans les termes on était nus. Alors vous vous rendez compte, la mixité, ça posait des problèmes, si bien qu'Adrien, non pas parce qu'il était disons il aurait été particulièrement sensible à la morale. Non, il n'était pas particulièrement moral, mais pour éviter le scandale, il a décrété que partout dans l'Empire romain, il faudrait construire des thermes pour des hommes et des thermes pour des femmes. Donc terminer la mixité, et bien sûr quand les villes n'avaient pas les moyens, mais Nîmes devait avoir les moyens d'avoir plusieurs thermes, je pense, à ce moment-là, il y avait des thermes pour les femmes et des thermes pour les hommes. Sinon, on avait le matin les femmes qui allaient au terme et l'après-midi c'était les hommes. Comme ça, au moins on n'avait pas de problème. Ce qui d'ailleurs n'empêchait pas, dans les termes d'hommes, d'avoir aussi des petits jeunes gens charmants qui remplaçaient, pour certains, très très facilement les femmes. Oui, la moralité antique n'est pas du tout la même moralité que la moralité dite chrétienne, judéo-chrétienne. La moralité antique, c'est une moralité sociale. C'est-à-dire que dans la rue, vous devez bien vous tenir. Vous devez avoir le respect pour les dieux. Vous devez avoir le respect pour les institutions. Et à la limite, un comportement moral. Maintenant, quand vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. Et on peut très bien être pieux, avoir le terme de pieux, puis mener une vie dévergondée chez soi. Ça n'a aucune importance, si vous voulez. Pour un Romain, ça pose pas de problème. Alors c'est vrai que ça va changer. Ça va changer grâce à l'influence des dieux égyptiens, le culte d'Isis, qui a certains côtés moraux, d'autres côtés immoraux, mais surtout évidemment avec les religions soit mitraïques, soit surtout la religion chrétienne, qui elle évidemment va exiger, et le judaïsme, avec d'ailleurs cette difficulté, c'est que pendant longtemps on ne fait pas du tout la distinction entre les juifs et les chrétiens. Par exemple, à l'époque de Néron, c'est sûr et certain, on n'utilise pas du tout, le terme de chrétien n'est pas du tout utilisé. Ce sont les juifs. Pierre, c'est un juif. C'est vrai qu'il était juif, mais Paul, c'est un juif. C'est vrai qu'il était juif. Mais on va pas faire du tout cette distinction. Ce n'est que plus tard que l'on va faire la distinction entre les juifs et les chrétiens. Au départ, les chrétiens, c'est tout simplement une secte juive. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Quelques mots sur l'histoire du bassin. Ce qu'il faut voir, c'est que le long de cette de cette rivière, de la fontaine, les religieuses
de sa mort, les sœurs noires de sa mort. Enfin, c'est pas sa mort. Ce sont des bénédictines, des bénédictines sœurs noires. Puis après, elles vont rentrer dans sa mort. Elles vont être absorbées, échangées de lieu, évidemment. Donc, elles ont un monastère dès l'époque carolingienne. Et elles sont dans le temple de Diane. D'ailleurs, si vous regardez les constructions d'un temple de Diane, vous vous rendez compte que, par exemple, dans l'entrée, sur la bordure, vous avez des tombes qui sont taillées, et vous vous rendez compte qu'au bas, tout le long du mur, on a des grandes auges, qui en fait sont les tombes de nos braves religieuses. Sûrement des mères supérieures qui étaient enterrées carrément, soit devant la porte du couvent, soit dans la salle de réunion. Donc ça a été transformé évidemment en église carolingienne. Évidemment, elles avaient besoin d'avoir des ressources, donc elles ont installé le long de la rivière, elles ont installé des moulins. Et on avait comme ça de nombreux moulins tout le long, mais par contre, comme elles n'avaient pas trop de moyens, elles ne nettoyaient pas le canal, si bien qu'on avait d'abord la rentabilité des moulins. Et d'ailleurs, dans les vieilles gravures de Nîmes du XVIe siècle, on a encore les moulins qui existent toujours, qui appartenaient donc à ces religieuses. Et on a aussi, évidemment, les canalisations qui sont mal entretenues. Donc, dès qu'il y a une crue, ça déborde, alors les moulins évidemment fonctionnent mal, puisqu'il y a des endroits où le courant est faible, puis il y a des endroits où au contraire ça ennuie tous les voisins parce que ça déborde. Bon, donc problème, procès, ainsi de suite. Bon, et puis surtout, à partir du XVIe siècle, Nîmes devient une ville industrielle plus importante. On a des Génois qui viennent à Nîmes. Des Lombards, d'ailleurs, on a encore la rue des Lombards à Nîmes, on a de nombreux, on a par exemple les Génoises, qui sont des corniches particulières que l'on retrouve fréquemment dans la ville de Nîmes, et on a donc l'influence italienne avec justement les rapports commerciaux italiens. On a même des familles, par exemple la famille André, la célèbre famille de Nîmes, qui vient je crois de Lombardie, ou de Gênes, je ne me souviens plus, mais enfin d'Italie, et qui va créer du textile, qui va créer une banque. Et d'ailleurs, cette banque, les André vont alors il y a encore des branches nîmoises très très riches de la famille André, mais il va y avoir la branche la plus riche qui va partir en Angleterre, qui va avec elle sa banque, la banque André, qui va devenir la banque Neuplis, Schumberger, donc grande banque. Et à Paris, vous avez même l'hôtel Jacquemart-André, ce musée absolument époustouflant. C'est une famille d'origine nîmoise, qui a été nîmoise du XVIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, puis qui parle Angleterre. Disons que pour éviter d'avoir les biens confisqués, puisque c'est des familles protestantes, donc ils faisaient en sorte que toujours l'aîné était catholique, ce qui permettait de garder les biens, mais que ses enfants étaient protestants. Et par contre, une grosse partie du bien, tout ce qui était la banque, elle était restée protestante et se retrouvait donc en Angleterre jusqu'au jour où la dernière héritière, ayant épousé M. Neuplis, est redevenue une banque d'affaires française, une des plus importantes banques françaises, très protestante bien sûr. On voit donc ces fortunes colossales de Nîmes, et ces fortunes sont faites justement sur le drap. Alors à Nîmes, on a eu quelque chose de très intéressant que vous connaissez tous, c'est évidemment, si vous voulez, on a deux richesses essentielles dans le textile qui apparaissent au XVIe puis XVIIe siècle. La première, donc, c'est par le coton, c'est par la laine et le coton, où on a justement un drap qui vient de Gênes, qui est une serge croisée. Alors cette serge croisée, donc les Génois viennent s'installer à Nîmes, donc cette famille entre autres, et font donc grâce donc à cette laine qui se retrouve dans les Cévennes, mais qui se retrouve autour dans la garrigue nîmoise, donc on a un tissu solide qui se fait, mais en même temps par le commerce. On a aussi les premiers cotons qui arrivent en Europe, et les Nîmois, bien sûr, qui sont
fort implantés dans le textile, vont faire entrer le coton. Et puis il y a un Nîmois, dont on ignore le nom, qui a une idée géniale, à moins que ce soit un Génois, c'est toujours difficile de faire, de savoir qui va utiliser ce coton dans le tissu de la serge croisée, donc génoise. Et donc, si vous voulez, on va donc à Nîmes inventer la serge de Nîmes qui va devenir le jean de Nîmes. Enfin, le gène, donc cette serge qu'on appelle le gène, va devenir donc le gène de Nîmes. L'histoire de la ville de Nîmes à bâton rompu, l'histoire de la ville de Nîmes dans le temps, en compagnie de Monsieur Benel, ça sera l'objet d'un prochain rendez-vous sur l'antenne de Fréquence Évasion. À bientôt. Fréquence Évasion.